Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des personnes ayant fait une psychanalyse racontent leur toute dernière séance et comment la psychanalyse a changé leur vie. Moi, c'est Guillaume. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast, c'est ma façon de questionner et d'approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirez, vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Alors si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez une façon très simple de m'aider. Mettez tout de suite 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditrices et auditeurs fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à ces podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Vous écoutez le témoignage de Frédéric, voici la première partie. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence ? Non. Est-ce que tu veux te présenter ? Ouais, on commence ? Bah ouais, on commence. Ok. Ouais, tu veux que je me présente ? Donc, Ouais. Je m'appelle Frédéric. C'est pas une question très simple, je la trouve d'ailleurs un petit peu... Qu'est-ce que tu peux dire de toi qui as écouté des épisodes du podcast, C'est un peu chouette d'entendre un peu ce qu'est la personne au-delà de la psychanalyse. Qu'est-ce que tu dirais là maintenant ? Qu'est-ce qui te vient un peu par intuition ? J'ai 43 ans. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus, que je suis thérapeute psycho-énergétique. Mais avant ça, j'ai fait des études de philosophie quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, donc, je travaille comme thérapeute et je suis dans une formation de psychanalyste européen pour me former. Qu'est-ce que je pourrais dire de ça ? J'ai vécu 10 ans en Norvège, 10 ans à Paris, en Inde, en Espagne. T'as fait combien d'années de psychanalyse ? J'ai fait 2 ans et demi avec ma première psy. Et là, ça fait 1 an que je suis une analyse un peu différente, plus didactique. En quoi la première thérapie était selon toi une psychanalyse ? Qu'est-ce qui détermine ? Parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Ah, je sais pas si moi j'ai fait une psychanalyse ou pas. J'ai pas été allongé, donc peut-être que je conviens pas. » Ouais. Moi, j'ai cherché volontairement une psychanalyste et pas une psychothérapeute ou un psychiatre. Donc déjà, son statut, c'était ça. Et puis, on a passé 4 ou 5 séances à définir ensemble si c'était opportun pour moi de faire une psychanalyse. Ah. Donc, ça s'est mis en place de manière claire qu'on allait faire une psychanalyse, même si les premiers temps, on était face à face. Et pas... moi, j'étais pas forcément dans le sofa, donc on se regardait, mais elle appelait ça une psychanalyse. Toi, tu voulais une psychanalyse ou est-ce que tu es arrivé dans la thérapie santé mentale un peu au pif ? Non, je voulais une psychanalyse parce qu'en fait, comme j'avais été thérapeute pendant... et que j'étais dans le milieu de la thérapie depuis peut-être mes 20 ans, parce que ça m'intéressait, j'avais fait un peu le tour de toutes les techniques vraiment possibles. Et je suis arrivé à un carrefour dans ma vie où... si tu me parles de ma vie un petit peu privée, pourquoi je suis arrivé à la psychanalyse ? Parce que j'étais en divorce, enfin, j'étais en train de divorcer. Et en fait, remonter à la surface des émotions que je ne connaissais pas. J'avais des angoisses, j'avais des insomnies, j'allais très mal. Et... Donc tu avais déjà des années
de thérapie avant. Ouais. Tu étais déjà thérapeute à cette époque. Ouais. Et tu n'avais jamais fait de psychanalyse. Exactement. Et là, tu as ces différents symptômes. C'est quoi le déclic pour toi pour aller en psychanalyse et pourquoi la psychanalyse pour ces symptômes? Ouais, c'est intéressant. C'était des symptômes qui étaient très forts, c'est-à-dire clairement j'ai eu des pensées suicidaires à un moment donné. Et je me suis dit là ça va pas du tout. Je peux pas. J'avais l'impression que j'avais besoin d'aide, mais d'une aide qui soit. En fait, j'avais beau passer en revue toutes les techniques ou les méthodes psychothérapeutiques dans ma tête que je connaissais, j'arrivais pas à dépasser ces insomnies, ces angoisses et les pensées suicidaires. Pourquoi tu pensais que la psychanalyse allait plus t'aider qu'une autre forme de thérapie? Parce que c'était la voie que j'avais pas essayée encore. Ah. Et il y avait une autre notion qui venait un peu intuitivement chez moi, c'était cette notion d'engagement. C'était peut-être la seule thérapie que je supposais, et c'est vrai, qui demande un certain engagement. Dans toutes les autres thérapies, il y avait quelque chose de ponctuel. Tu vois. Et là, j'avais l'impression que j'avais besoin d'un soutien un peu plus que ça. C'était intuitif. Je ne savais pas exactement pourquoi. Donc, s'engager, ouais. C'était, c'est moi qui interprète, c'était prendre encore plus, un peu plus au sérieux ce qui se passe pour toi, donc un meilleur espoir de guérir. Ouais. Ou d'aller mieux. Ouais. Je pense que c'était ça. Et ça allait avec mon histoire de divorce. C'est-à-dire que soudainement, il y avait quelque chose où j'ai souvent été en couple, donc très peu seul. Ça, c'est aussi un des nœuds qu'on a pu travailler ensuite. Mais je me retrouvais seul après 10 ans ou 12 ans de mariage. Et cette notion d'engagement, elle a pris son sens d'un coup. Il fallait que je me retrouve un point d'appui. Et je pense qu'elle a joué ce rôle aussi de transfert, de médiateur. Et j'avais plus envie de me faire abandonner. Il y avait quelque chose comme ça. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que tu m'as donné ton prénom ou ton prénom d'emprunt? Frédéric, je crois. Qui est ton vrai prénom? Oui. Est-ce que tu me permets une petite parenthèse d'introduction? Parce que je me laisse happer par mon envie d'aller à ta rencontre. Et en fait, j'avais envie avant, en intro, mais bon, j'ai zappé, donc ça va se faire en mi-intro. J'ai du coup un petit peu sur les coulisses du podcast et je voulais remercier quelqu'un en particulier avant qu'on se lance. Est-ce que tu es à l'aise? Parce que là, du coup, je te coupe un peu. Ouais, c'est pas très cool, je te coupe un peu dans ton élan, mais en fait, du coup, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je développe ces podcasts et là, je commence à me poser la question du modèle économique. Pour le moment, c'est moi qui paye, c'est moi qui ai investi pour faire ces podcasts. Et donc je chemine. Je viens de lancer un appel aux dons où j'essaye en fait d'avoir une sorte de communauté d'auditeurs, auditrices qui donnent. Donc j'avais envie de remercier, j'ai reçu 2 dons pour le moment. J'ai envie de remercier la première personne qui bien entendu a décidé d'être anonyme. Et en fait je sais même pas si j'ai le droit de dire. Bon, c'est un pseudo, c'est Slouvik. Mais je trouve ça, moi ça m'a trop inspiré. J'adore les tout débuts. Et tu vois, c'est la première personne. Et en plus, je sais pas, peut-être que je sais pas si les gens se rendent compte, peut-être ils se disent il y a plein de gens qui donnent. Ou... En fait, il y en a 2. Et moi, ça m'a trop touché, donc j'étais trop content. Après, je me pose un peu tout un tas de questions de OK, comment je fais? Notamment, je me posais la question de mettre des pubs. Parce qu'en fait, bon là, ce matin, je suis un peu démoralisé, mais les gros podcasts qui font jusqu'à 10 fois plus d'audience que moi par mois, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec une communauté de donateurs. Et moi, malgré mes audiences qui sont pas mauvaises, tu vois, en ce moment, je dirais c'est un peu des statistiques pas évidentes à avoir, mais je dirais qu'il y a 2000 personnes qui écoutent chaque semaine à la louche. Tu vois, il y en a 2 qui ont donné pour le moment. Et dans la communauté Facebook, les gens, quand je pose la question et que je parle un peu d'argent, les gens, ils se connectent pas du tout tu vois, ils me répondent pas et ils ont pas trop envie. Donc, je me pose la question de mettre des pubs. Toi, si t'écoutes des podcasts et qu'il y a des pubs dedans, au début, à la fin, ça casse quelque chose pour toi, tu t'en fous? Ça me dérange pas du tout. Tu les sautes? Je peux les sauter, je peux les écouter. En vrai, ça me dérange pas parce que je comprends le modèle économique. Ouais, bon, et j'entends aussi que des gens avec beaucoup d'audience, avec des pubs, que je trouve quand même être
Bon, bah, il gagne 50 € par mois, donc en gros, on va pas y arriver, quoi. Mais donc, petit aparté, avec notamment si des gens ont des idées de mécènes, de sponsoring intéressant et tout, je suis preneur. Donc voilà, j'avais envie d'introduire cette petite intro que je trouve pas très à propos dans le flux de ce que tu me racontais. Mais écoute, si, peut-être, tu demandes un peu d'engagement de la part de tes auditeurs. Ah, je te remercie. C'est vraiment... On pourrait imaginer ça. C'est vraiment sympa. J'ai envie que tu me reconnectes au déclic particulier. Si on se remet dans ton histoire, tu me dis je vis un divorce et là j'ai des symptômes qui émergent et des idées suicidaires. Et là je me dis bon, bah, faut que je m'aide, et la seule façon, pour le moment, que j'ai pas essayé, malgré mes connaissances, c'est la psychanalyse. Est-ce que tu peux me dire, tu m'as dit, quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit l'engagement, est-ce que tu avais des préjugés, toi justement qui baigne un peu dans ce domaine-là? La psychanalyse n'a pas toujours très bonne presse. Est-ce que toi, en y allant, tu avais des préjugés, positifs et négatifs? Oui, absolument. Et je pense que c'est pour ça que ça a été une des thérapies que j'ai évitées. Le premier préjugé, c'était que ce soit une thérapie trop mentale, où en fait, dans la psychanalyse, on passe son temps à analyser. Et ça n'a pas été mon expérience, en fait. Dans la psychanalyse, ça s'analyse, mais j'ai une partie de moi qui est pas du tout... J'ai l'impression que mon inconscient a travaillé pour moi. Ah ouais. Il a analysé pour moi. Oui, toi, tu t'attendais, excuse-moi que je comprenne bien, tu t'attendais à chaque session un peu des prises de conscience, des réalisations, des liens forts, en disant « Ah oui, voilà, je comprends mieux mon histoire ». De ce que j'avais un peu vu, c'est comme s'il fallait réécrire son histoire, redonner du sens, etc. En fait, ça a joué là-dessus, mais ça n'a pas été fait de manière universitaire. Ça n'a pas été, alors on repart dans ton passé, on redonne du sens, qu'est-ce que ça veut dire, on fait attention à ce lapsus, on le réinterprète, etc. Ça a été beaucoup plus émotionnel, ce qui s'est passé en séance. Et donc mon préjugé, c'était que je voulais pas être dans quelque chose de trop mental qui fait que je passe mon temps à raconter ma vie, à penser ma vie et à pas la vivre. J'avais vraiment besoin, parce que j'étais au pied du mur, c'était penser ma vie, ça suffisait plus, parce que la pensée, c'était évidemment suicidaire. Donc il fallait que je la vive. Donc il y avait quelque chose de plus important que de la pensée. Là, si je suis très clair. Si. C'est une expérience, tu me parles d'émotion. Est-ce que tu as un exemple pour illustrer ça? Ça veut dire quoi? Ouais. Comment je peux me figurer ce que tu me dis? Ouais. Moi, par exemple, j'ai beaucoup pleuré, et souvent sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire, j'avais des montées d'émotions qui étaient très heureuses, c'est-à-dire enfin, quelque chose se vidait. Mais souvent, j'étais un peu surpris. Et d'ailleurs, si je me bloquais en me disant c'est quoi le rationnel, je m'empêchais. Parce que ma journée se passait bien, je comprenais pas ce que je pleurais. Est-ce que ça... C'est un peu mon expérience aussi. C'était le lieu où je pouvais m'autoriser à être... à pas être contrôlé. Donc, à pas être rationnel. Et donc, mon exemple, je pense que je suis tombé sur une psychanalyste. La première séance, elle a été marquante, en fait. Parce qu'elle m'a tout de suite mis dans un cadre bienveillant. Bienveillant, et il y a une chose qu'elle m'a dit, on va y aller à votre rythme. Et en fait, j'ai réalisé que toute ma vie, j'étais allé un peu au rythme des autres. Un rythme très rationnel, et puis ça parle aussi de ces histoires d'émotions refoulées, tu vois, pour pas être soi-même. Moi, ça a été mon parcours en psychanalyse, d'essayer de me découvrir moi-même, sans être trop rationnel. Et j'arrivais dans un contexte avec elle où elle me disait, voilà, vous pouvez être ce que vous voulez, ressentir ce que vous voulez. Et ça m'a soulagé. Je me suis dit, je vais pas devoir faire un effort d'analyse. Je vais juste avoir ce temps pour moi, pour pouvoir dire ce qui est en moi et que peut-être je dis pas. Est-ce que il y a des émotions, du coup, que tu as vécues sur le divan? Parce que ce que j'entends, c'est que souvent on projette cette idée de cérébralisation, et toi, une des choses que tu dis, c'est en fait j'ai aussi vécu un espace émotionnel
Ouais. Et j'essaye de creuser ça parce que tu as aussi dit mon inconscient a travaillé, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais juste sur, tu as dit émotionnellement. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce que émotionnellement il s'est passé sur le divan? Et pendant que tu commences à répondre, je vais décaler ton micro. N'aie pas peur. D'accord. Déjà sur le niveau inconscient, là où je vois que mon inconscient a travaillé, c'était entre les séances. Pendant les séances, en fait, il n'y avait pas d'analyse, juste je parlais. Elle m'écoutait et elle pouvait rebondir sur certains mots pour que je revienne sur ces mots-là. Donc ça, c'était je trouve que le travail psychanalytique, il s'est fait beaucoup chez moi entre les séances. En termes d'analyse, je prenais conscience, mais entre. Pendant les séances, j'avais des émotions. Donc je parlais et en effet, je pouvais pleurer. Et j'ai beaucoup pleuré. Et c'est un peu mon expérience aussi, celle que quand tu parles de la tienne, c'est que j'avais l'impression d'arriver trop plein d'émotions que j'avais contenues. Moi, clairement, c'était une forme... Clairement, ma défense, c'était le refoulement. Donc c'est ça qui est bien en psychanalyse, c'est que j'ai saisi différentes petites défenses que j'avais mis en place et qui m'ont pas aidé quand je les ai pas vues. Et... donc, ouais, non, je pleurais sans savoir exactement ce qui se passait. Je disais un mot, je me souviens peut-être, une fois, tu veux un exemple? Ouais. Une fois, j'expliquais ce qui s'était passé dans mon enfance et que j'avais l'impression que mes parents ne m'avaient pas protégé. Le mot protégé est venu naturellement, j'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas protégé de cette situation. Là, quand je le dis, c'était pas émotionnel au moment où je explique ça. Et elle rebondit juste sur ce mot, elle me dit « protéger ». C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas vous protéger. Et ça parlait de plein de choses. Mais au moment où elle a repris ce mot et qu'elle l'a souligné, l'émotion est venue et j'ai beaucoup pleuré. Et pour moi, c'était salvateur et étonnant parce que c'était pas mentalisé. J'ai pas pleuré parce que j'ai compris pourquoi je me protégeais pas et je sais pas ce qui se passait là. Et ce côté un peu magique, en fait, je trouve qu'il pouvait arriver qu'en psychanalyse. Parce qu'elle m'avait mis dans un contexte où j'avais pas besoin de me censurer pour satisfaire un certain cadre ou une certaine méthode, tu vois. J'avais le temps, j'étais avec elle et peut-être c'était vraiment cette idée de me dire on va prendre le temps de découvrir ce qui se passe en moi et ça peut prendre 10 ans. Ça me permettait de pas me contrôler. Est-ce que tu prenais le temps de pleurer? Ton témoignage me ramène un souvenir de... ça a joué beaucoup pour moi d'être allongé, de ne pas voir mon analyste, et ça m'aidait à mieux pleurer avec moi-même, à mieux pleurer profondément. Et il était là, et il y a quelque chose en fait d'être entendu. Enfin, il y a un truc, j'ai du mal à mettre des mots. Est-ce que ça résonne pour toi? Complètement. Pour moi, j'ai appelé ça la présence. En fait, c'est devenu assez clair rapidement que quand j'allais voir ma psy, je cherchais pas à ce qu'elle me trouve de solutions, à ce qu'elle me conseille. Je cherchais juste à avoir une présence qui soit témoin de ce que je vivais. Et en effet, je pouvais pleurer plus profondément. Et je me souviens de ces moments où je m'autorisais à aller vraiment dans les larmes sans savoir ce qui se passait, mais juste pour vider quelque chose. Et savoir qu'elle était là. Et d'autant plus savoir qu'elle était là, qu'elle pouvait rien faire, ça m'aidait en fait. Parce que je me rendais compte que j'étais seul avec moi-même, mais pas seul. Donc, c'est quelque chose peut-être de l'ordre, c'était rassurant. Mais en même temps, on était tous les deux face... Pour moi, c'était un peu existentiel comme ça. On était tous les deux face à la vie, qui nous donne pas de solution, mais on n'était pas seul. Et ce côté pas seul, chez moi, ça m'a aidé. Parce que tu es arrivé sur le divan avec cette peur de la solitude. Enfin, ce que je comprends, c'est que le divorce, tu le subis. Est-ce que tu veux juste me donner le contexte nécessaire pour comprendre si c'est... Ma question, c'est est-ce que c'est le nœud du divorce que tu as d'abord travaillé en analyse? Tu rentres en analyse, tu viens d'apprendre que la personne avec qui tu étais marié veut partir, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, tout le nœud, c'est de comprendre. Ça, on a bien travaillé autour de ça pour comprendre si, en fait, j'ai voulu le divorce ou pas. Parce qu'en fait, il m'a quitté. Donc, moi, je l'ai vécu consciemment comme un rejet, quelque chose que j'ai pas compris, que j'ai pas voulu.
Donc j'ai eu ce sentiment de solitude, mais en relisant en fait comment les choses se sont passées, on a pu s'apercevoir que peut-être en fait, je voulais ce divorce-là, mais j'étais pas capable parce que j'avais peur de la solitude. Donc j'étais pas capable moi de mettre consciemment en place le divorce. Mais on a vu ces histoires d'actes manqués, et ça m'a vraiment intéressé. Les actes manqués que j'ai pu mettre en place pour que lui prenne la décision de me quitter, alors qu'en fait, c'est moi qui cherchais à ce que je le quitte, mais j'étais pas capable. Tu peux me donner un exemple d'acte manqué ? Oui, c'était très simple. Tu vois, je parlais d'engagement et de fidélité quand je suis allé là chercher ma psy, et j'ai pas été fidèle dans la relation de couple. Et Tu veux dire sexuellement ? Sexuellement, ouais. Affectivement, toujours été très fidèle, mais sexuellement, là, je l'avais pas été. C'était une des clauses du contrat, en fait, qu'il fallait être fidèle. Donc, j'ai rompu ce contrat et j'ai laissé, c'est un peu typique, mais le téléphone allumé avec sur la conversation d'infidélité. Et je l'ai fait 2 fois. Ce qui est clairement, vraiment à la relecture, et quand on se souvient du moment où j'ai fait ça, où j'ai pas éteint le téléphone, et j'ai laissé sur la table de la cuisine de manière vraiment visible, on voit que c'est un acte manqué de ma part pour dire voilà, il se passe quelque chose, mais je suis pas capable de le dire, tu vois. Et ça a été vraiment en psychanalyse que j'ai pu reprendre un peu ma responsabilité, parce que ce sentiment de solitude et de subir le divorce et de penser suicidaire, c'est vraiment ce sentiment de subir la vie, tu vois. Et là, je reprenais un peu mon pouvoir en disant mais il y a peut-être quelque chose derrière qui veut se dire et qui n'a pas été capable de se dire. Donc j'ai utilisé les actes manqués pour le faire. Et c'est là où il y a tout ce parcours, je trouve, en psychanalyse, pour moi, de libération. C'est que j'aurais préféré me connaître mieux avant pour éviter ces actes manqués, pour éviter d'être dans une situation, par exemple, où je crois que je subis le divorce, alors qu'en fait, je le veux. Mais comme je ne me connais pas assez, je ne suis pas capable d'aller voir mon compagnon et de dire j'ai besoin d'autre chose et puis il faut avancer. Ce qui fait que je me suis rendu compte que si je ne me connais pas bien, je vais subir la vie. Parce que je vais subir mon inconscient, si on part dans la théorie. Mais là, je ramenais mon inconscient au conscient en disant, en fait, Fred, non, prends ta responsabilité. Si tu as été infidèle, c'est qu'il y a quelque chose qui devait se jouer. Et donc, ça m'a aidé à mieux vivre le divorce et à moins me sentir seul. Ça, je trouve ça super compliqué à faire. Parfois, je le pense quand des amis ou des gens que j'aime décrivent une situation où ils sont uniquement victimes, et ce, au-delà du moment de choc et de tristesse. Mais tu vois, le temps passe et ils continuent à vraiment décrire une situation où ils n'ont aucun pouvoir. Comment t'as fait ? Parce que d'arriver à créer l'espace pour prendre une responsabilité, ça fait flipper, quoi. Enfin, comment la psychanalyse t'a aidé ? Ouais. Parce qu'elle a été douée, je ne sais pas si c'est la psychanalyse en général, mais sa manière, je pense que ma psy, la lecture qu'elle a eue de moi assez rapidement, elle a dû voir rapidement que je ne m'autorisais pas à être moi. Donc ce qu'elle a joué, c'est, je te disais dans la préparation, cette idée elle me donnait le droit d'être moi. En séance, j'avais le droit de tout dire, tout ce qui se passait par là, tout ce que j'avais besoin de m'entendre dire. Et en fait, ça a redonné un peu de confiance en moi, dans un premier temps. Donc là-bas, je pouvais tout lui dire, et elle disait, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit de dire ça à vos parents, vous avez le droit de prendre du recul, vous avez le droit de dire non à certaines personnes, vous avez le droit de ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Et ça, par des mots, ouais. Elle normalisait ce qui se passait pour toi. Ouais. Elle le rendait normal. Ouais, exactement. Et pourquoi ça avait de la valeur pour toi ? Parce que tu lui avais donné à elle, c'est le fameux transfert, quoi. T'as décidé que elle savait un peu mieux que toi. Ouais. Et comment ça s'est joué, ce transfert ? Parce que du coup, c'est génial. Non, c'est génial. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il y a ce geste très simple de donner le crédit à quelqu'un qui, du coup, te libère et t'autorise. Du coup, tu sais comment tu lui as donné ce crédit-là ? Ouais, parce que en fait, j'avais placé les jalons assez clairement. C'est là où je sens que j'étais prêt, peut-être aussi pour une psychanalyse. Je ne sais pas si ça joue, mais moi, j'ai eu l'impression de me dire, il faut que je lui donne tous les moyens
pour m'aider. Donc j'étais très clair sur comment à peu près je me connaissais, je fonctionnais, et je lui ai expliqué par exemple que je voulais pas de conseils de sa part. C'était important pour moi qu'elle entende ça, pour que je tombe pas dans le travers de il faut que je lui fasse plaisir à elle. Ouais. Je voulais pas lui faire plaisir, donc il fallait qu'elle soit très neutre. Mais pourquoi elle? C'est-à-dire, est-ce que tu te souviens, est-ce que physiquement elle a incarné quelque chose? Est-ce que quelqu'un qui a du crédit l'a conseillé, donc le crédit s'est transféré? Non, ça a été intuitif. Intuition. Dès l'intuition et le sentiment. Dès la première séance, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a posé des jalons très clairs sur ce qu'on allait faire et sa position. Par exemple, elle m'a dit, si vous vous sentez pas en confiance avec moi, c'est pas la peine de continuer, allez voir ailleurs. Et en fait, ce moment où elle m'a parlé de la confiance, là, j'ai plus comment les choses en tête, mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, c'est une femme. Je crois que j'ai transféré chez elle l'idée d'une maman, sans doute, d'une mère neutre. Parce que j'ai eu une maman où j'ai quand même passé mon temps à avoir l'impression qu'il fallait que je la protège, qu'elle était fragile. Et là, j'avais face à moi, en fait, une universitaire qui était intelligente. Je trouvais intelligente et je projetais quelque chose comme ça de sûr et de rassurant, qui fait que j'allais pas la blesser, quoi que je dise. Est-ce que tu te souviens faire des recherches internet te montrant qu'elle est universitaire? À ce moment-là, c'est comme une armure qui se pose sur elle. Et nos cerveaux créent des armures pour les autres, tu vois. Donc, elle est universitaire, elle me semble forte, je ne pourrais pas la casser, je peux tout dire. Ouais. Oui, c'était très clair. J'ai demandé un peu à droite à gauche des informations pour trouver une psychanalyste. Mais en fait, je l'ai trouvé par hasard sur Internet. Et j'ai beaucoup aimé juste son site. Il était simple, clair. Ouais. Et c'est vrai que ça a déjà créé quelque chose là-dessus. Moi, j'ai un souvenir de mon analyste. C'est que le terme en anglais qui me vient, smize. Alors, en anglais, je crois que c'est un mélange de smile, sourire. Bon, enfin, moi, je me rappelle même plus de ce que ça veut dire. En gros, wise, peut-être. En fait, il avait cette façon, il avait cette aura. Donc moi, mon transfert n'a pas pu se poser sur des choses concrètes puisque j'ai commencé très tôt, à 19 ans, et amené par ma mère, après des crises d'angoisse. J'avais fait un séjour dans une clinique, un hôpital psychiatrique, et en fait, je crois que c'est des recommandations de médecin à médecin, quoi. Et donc il y a eu plusieurs tranches puisque forcément j'ai arrêté quand j'avais 30, je sais plus, 4 ou... Mais du coup, moi, mon transfert, il s'est un peu fait, je crois que je l'ai cherché sur Internet et il avait 2-3 expertises, mais moi qui me parlais pas trop, qui était plus lié à l'enfant et au jeune âge et tout, donc moi je m'y retrouvais pas. Je me suis beaucoup retrouvé dans sa présence, en séance peut-être, en séance, une douceur, quelque chose qui m'aidait beaucoup, c'est sûr, mais en dehors des séances, un solide rock, avec vraiment ce sourire malin, une forme de sourire diffus de « Ah, j'ai compris ». Je sais ce qui est en train de se passer, notamment quand je le challengeais, ce qui a été très rare, tu vois, entre les séances, où le mieux que j'arrivais à faire, c'était peut-être de lui poser des questions logistiques, parce que j'étais incapable de lui poser des questions en dehors du divan. Et je voyais quand même dans son visage ce sourire sachant. Je me rappelle vraiment du physique. Toi, physiquement, est-ce que tu te souviens comment ton analyste corroborait ce transfert réussi? Mais complètement. C'est à peu près similaire. Je me sentais bien, il y avait de la bienveillance, elle était vraiment à l'écoute. Et ce que tu évoques, ça me rappelle quelque chose que j'avais oublié, comment elle fonctionnait et qui me plaisait beaucoup. C'est... Elle parlait peu, mais le peu qu'elle disait, c'était quelques petites notions, comme ça, psychanalytiques. Là, ça serait un acte manqué, Frédéric, là, est-ce que vous êtes sûr? Elle m'a renvoyé quelques questions. Et souvent, en fin de séance, elle me laissait un peu sur une énigme. Elle me disait « Ah, je vois à peu près ce qui est en train de se jouer. » Mais moi, je ne voyais pas. Mais le fait qu'elle dise ça, dans ma psychologie, c'était hyper rassurant. Parce que ça veut dire, là, je reviens sur l'histoire entre les séances, ça veut dire que
elle serait en moi entre les séances aussi. Tu vois, parce que elle avait détecté quelque chose que j'avais pas détecté, et je trouvais ça extrêmement fin, parce qu'elle me laissait autonome, et c'était à moi à trouver ce qu'elle avait peut-être détecté. Et c'était tellement satisfaisant quand je revenais en séance et que j'avais récupéré une conclusion. Je dis là, je crois que j'ai saisi quelque chose, et qu'elle me disait c'est bien Frédéric, là on y est. T'es d'accord que c'est une forme de mensonge, ce qu'elle t'offrait? Parce qu'en fait, elle en sait rien. Non. Mais elle a le droit d'avoir des intuitions, et je dis pas qu'elle était malveillante, mais t'es d'accord que un autre être humain peut absolument pas prédire. Mais c'est là où elle a joué fin, parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette approbation, cette validation d'une personne neutre, mais qui représentait pour moi une forme de solidité, pour me solidifier aussi, pour reprendre un peu cette confiance en moi. Et après, la deuxième partie je trouve qu'elle a été fine sur ça, c'est que elle a joué sur cette idée, Frédéric, vous avez le droit d'être complètement qui vous êtes et de ressentir ce que vous ressentez et de dire tout ce que vous voulez. Et petit à petit, elle a ressaisi le principe de réalité. Parce que face à ça, je peux dire et penser n'importe quoi. Donc elle me valide, ça me fait du bien, mais ça peut être n'importe quoi. Tu vois ce qu'on dit, elle ne sait pas en fait qui je suis et où je vais. Et puis petit à petit, elle revenait à ce principe de réalité. Elle revenait à des questions en disant oui Frédéric, je comprends bien ça, mais ça rime à rien. Ou mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Elle commençait à rentrer un peu en contradiction avec moi. Au fur et à mesure de l'analyse. Oui, au fur et à mesure de l'analyse. Ce qui fait que si elle avait fait ça dès le début, en fait, je me serais fermé, puisque j'avais besoin d'abord de vider, si tu veux, toutes ces émotions et de raconter mon histoire que personne n'avait. J'ai toujours été solitaire à l'intérieur, tu vois, je parle pas trop de moi. Du coup, j'ai vécu beaucoup d'émotions que j'ai conservées, que j'ai censurées. Donc, il a fallu toute cette première partie où j'ai revidé ces émotions de l'enfance. Aucune des thérapies que tu avais faites avant ne t'a permis de vider? Pas totalement, exactement. Ouais, ça a vidé, ça a soulagé. J'ai vu la différence, si tu veux, pour moi en psychanalyse, que je trouve beau, et c'est pour ça que je travaille à l'être. Psychanalyste, c'est que tu donnes le temps aux personnes de vraiment vider tout ce qu'il y a à vider. Pour se remplir vraiment. Parce que ce que j'ai fait avec les autres psychanalystes, c'est que je me soulageais, ça soulage, et puis je me re-remplis de moi-même, mais il y a des choses de fond que je n'étais pas allé gratter du tout. Tu rentres en analyse avec cette question du divorce, et après, tu as l'air d'avoir découvert des émotions et des mots contenus que tu t'empêchais de dire derrière la crise du divorce et la question de la solitude. C'est quoi les nœuds que tu as découverts sur le divan, ou que tu as travaillé sur le divan? Les choses sont allées très vite, tu vois. Si je repense à mon analyse, on peut trouver des nœuds. C'est clairement, je te disais, le refoulement des émotions. C'est la censure, en fait. J'étais un petit garçon qui a cherché à faire plaisir. C'est un vrai conditionnement, à faire plaisir aux autres. Donc mes besoins n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. Comme tout le monde, non? Moi, en tout cas, c'était très douloureux pour moi. Je sais pas si c'est comme tout le monde. Oui, on s'en fiche que ce soit tout le monde ou pas. En tout cas, ce conditionnement, comment tu l'as défait, détricoté sur le divan? Comment ça marche? Parce que je pouvais parler de mes besoins. En fait, ne serait-ce que parler de mes besoins, pour moi, c'était nouveau. Et ça les rendait réels. Et face à ces mots que je pouvais dire, je sais pas, j'ai besoin de passer du temps seul. Ne serait-ce qu'à l'exprimer, soudainement, je pouvais prendre ma responsabilité de dire est-ce que c'est vrai que je veux les suivre, ces besoins, ou est-ce que c'est pas vrai? Et moi, j'étais un enfant où, en fait, ce besoin-là, il n'était même pas exprimé dans ma tête, ou même avec les mots. Donc, je savais pas que j'avais besoin d'être seul à des moments. Je savais pas que les passions qui me nourrissaient, elles étaient importantes, par exemple. Donc, je les prenais comme des passions, comment on dit, occasionnelles. Mais le fait de pouvoir parler de qui je suis ou de ce qui est vraiment important pour moi en analyse, et que j'ai un témoin bienveillant qui dise mais c'est important par exemple pour vous de jouer du piano d'après ce que vous dites. Et là je fais un retour sur moi en disant mais j'avais jamais réalisé que c'était si important que ça. Mais ça fait 3 séances que je parle du piano, elle me renvoie que c'est important pour moi et maintenant je le sens.
Et donc, je rentre à la maison en me disant, ah ouais, Fred, joue du piano. C'est important. Et le fait de le faire me permet d'être mieux dans ma vie aussi. Pourquoi t'étais bloqué, à ton avis? Qu'est-ce qui t'empêchait d'écouter tes besoins? Je pense que j'ai eu deux parents... ouais, ça vient vraiment des conditionnements parentaux. J'ai eu deux parents qui étaient adorables, gentils, mais qui étaient assez fragiles. Et donc, j'ai eu une position d'enfant où il fallait que je fasse attention à ce que mes parents soient heureux. Tu vois? Donc, j'avais pas trop le temps de me consacrer à moi. Je suis là, en me découvrant moi-même, je sais que je suis quelqu'un qui aime la solitude et qui est créatif seul. Mais si tu me mets dans une famille où j'ai pas le droit de passer beaucoup de temps dans ma chambre parce qu'il faut que je vérifie que maman aille bien, parce qu'elle arrête de fumer, c'était ça l'idée, elle arrête de fumer, du coup elle est en dépression, donc il faut que je prenne la température, un papa qui travaille trop, qui est en colère le soir, donc il faut que je travaille bien à l'école pour lui faire plaisir. Enfin, tous ces éléments extérieurs prenaient absolument trop de place dans ma vie, donc je me suis oublié. Peut-être si j'avais été un enfant qui était très sociable et qui adorait rendre service aux parents, ça aurait matché avec mes besoins. Mais là, mes besoins d'enfant, c'était pas ça. Comment est-ce que cette censure migre avec toi, grandit avec toi et reste active dans ton couple d'adultes? J'imagine que tu étais adulte, c'était pas mal d'années après. Ouais, très rapidement, tu rajoutes le fait que, du coup, ce qui se passe, je pense, dans ma tête, c'est, je me dis, le monde extérieur est plus important que moi. Tu vois, c'est les parents d'abord qui sont plus importants que moi, les besoins des parents. Ensuite, c'est les besoins extérieurs. Là-dessus, peux me rendre compte à l'adolescence que je suis gay. Donc ça rajoute une couche de censure. Me dire, mais le monde extérieur à l'époque, je sais pas, dans les années 90, c'était pas encore très simple d'être gay en province. Donc, ce schéma-là se reproduit en disant, je vais pas suivre mes besoins, je vais essayer de calmer ça de ce côté-là. Et puis, les personnes que je rencontre, mon premier amoureux est quelqu'un aussi d'assez fragile. Donc, je vais prendre soin de lui. Et mon ex-mari, c'était quelqu'un qui n'était pas fragile, mais qui commençait à être en mode censure. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait ce qui était bien et pas bien, ce qu'il fallait faire, pas faire. Moi, j'ai toujours un terrain quand même assez... en astrologie bélier, c'est-à-dire que d'un coup, je peux vraiment foncer. Quand mon besoin il est important, je vais le faire. Donc, j'ai pas subi pendant 40 ans ma vie. Mais ça s'est accumulé petit à petit, ou après le divorce, j'ai plus su, en fait, qui j'étais. C'est quoi mes besoins. En psychanalyse, sur le divan, tu as principalement, si j'entends bien, découvert les liens avec le passé. Moi, quand je t'écoutais, je m'identifiais et je me disais, mais est-ce que moi, en psychanalyse, j'ai pas aussi découvert mon humanité, qui fait que y a plein de raisons pour lesquelles je me censure et pour lesquelles, tu vois, si je devais prendre ton cheminement, est-ce qu'il n'y a pas aussi que c'est plus simple? Est-ce que dans ma stratégie humaine de dépenser le moins d'énergie possible et d'aller le moins possible dans mes peurs, est-ce que du coup, être au service de l'autre vient par remplir et prendre soin d'une part de toi qui est aussi plus confortable? Et en fait, ma question, c'est, est-ce que toi, en psychanalyse, t'as aussi découvert, parce que je trouve qu'il y a un cliché qui dit, en psychanalyse, du coup, à la fin, le problème, c'est les parents, et next, faut les tuer et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça, et je dis pas du tout que je nie pas cette partie-là. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas plus? En tout cas, moi, je crois que de plus en plus, je découvre aussi le cheminement de la vie qui fait que j'avais peur pour de bonnes raisons, et ça m'allait bien aussi, cette censure. Oui, je pense que tu as raison. Là où je veux nuancer, parce que c'est important, c'est sur les parents, c'est notre représentation des parents. C'est pas objectivement les parents. Quand je dis, par exemple, mes parents étaient fragiles, c'est peut-être pas vrai. C'est ma représentation. Donc la question, c'est pourquoi moi, je projette cette idée que mes parents sont fragiles, peut-être justement par peur, tu vois, d'être moi. Par peur, parce que c'est plus facile d'écouter les besoins des autres quand ils sont clairs que les miens, quand ils sont pas clairs.
En tout cas, en psychanalyse, dans ce mouvement de reprendre ta responsabilité sur tes besoins, ce qui s'est détricoté, c'est surtout autour de ces représentations et de ta place familiale. Il n'y a pas un peu de ce que je dis qui s'est joué? Il n'y a pas d'autres choses qui t'ont permis de comprendre pourquoi tu te censurais? Non, les choses sont allées très vite. Et puis, je reviens sur cette idée de comprendre ou pas comprendre, d'analyse ou pas analyse. C'est-à-dire que je trouve que moi, mon expérience dans l'analyse, c'est qu'il y a des choses que j'ai comprises qui m'ont aidé, si tu vas, à structurer ma responsabilité en disant je vais plus refaire ça. Je comprends que voilà, je fais passer le besoin des autres avant moi, pour X raisons, mais c'est plus ce que je veux. Je veux autre chose. Et puis, il y a autre chose qui s'est jouée en psychanalyse, en dehors de comprendre, c'est vraiment ce phénomène que j'allais de mieux en mieux, mais sans vraiment comprendre pourquoi. C'est petit à petit, parce que j'exprimais mes troubles, mes conflits intérieurs, et que j'avais cette présence qui était la psy à côté de moi, bienveillante, qui disait oui d'accord, vous avez le droit de ressentir ça, je faisais plus d'insomnie. Mais en fait, c'était assez radical, et au bout de 3-4 mois, je dormais bien, tu vois, et j'avais plus de pensées suicidaires, ou j'adhérais moins à ces idées-là. Et c'est quand même incroyable, de mon point de vue, que parce que je m'exprime, je vais mieux. C'est étonnant. Et pas parce que je m'exprime avec des amis, ça marche pas. Il y a un cadre particulier qui fait que vraiment, ça m'a sauvé. Est-ce que tu te souviens un exemple de conflit intérieur? Oui, oui, j'en ai un petit qui est là, parce qu'en plus, ce qui était intéressant, c'est que après le divorce, je suis retourné chez mes parents, vivre chez mes parents, comme c'est classique. Et j'ai commencé ma psychanalyse au moment où j'étais à nouveau chez mes parents. Ce qui fait que pour moi, c'était une chance énorme, parce que j'étais l'adolescent à nouveau. Donc c'était très facile de retourner voir mon analyste et de lui parler comme si j'avais 15 ans. Parce que je dis, voilà, ma mère, elle est à la maison, j'ai envie de prendre la voiture pour aller à la mer, et je culpabilise de la laisser seule. Voilà, ce genre de conflit. Et le fait de dire ça, bah, tu te rends compte que tu as 40 ans. C'est un peu étrange d'en être encore à se dire il faut que je prenne soin de ma mère, alors que pendant 10 ans, j'étais pas avec elle, et que d'un coup, tu vois, et elle de me renvoyer que, en effet, peut-être il y a d'autres options que de culpabiliser. Donc l'autre option, ce serait de rester à la maison avec maman. Mais on est d'accord avec la psy et moi que c'est pas quelque chose que je veux. Donc la dernière option, qui est la dernière parce qu'elle est plus difficile, c'est de dire à maman, bah, je vais quand même à la mer tout seul et puis je te donne pas de nouvelles. Question de défusionner un peu. Et ça, c'était assez magique de pouvoir revivre mon adolescence à 40 ans pour la refaire, en fait. J'ai eu l'impression que la psychanalyse m'a aidé à la refaire, pas seulement à la repenser. Tu vois, dire que je me retrouvais dans des situations avec les parents que je pouvais réparer. J'ai eu des colères avec mon père que j'avais quand j'étais jeune sans doute, mais pour moi c'était interdit d'être en colère contre mon père, comme peut-être tous. Donc quand j'avais 16 ans, cette émotion de colère ou de rage contre mon père parce qu'il allait me censurer et me dire ne dis pas ça, ne fais pas ça, je l'avais refoulé. Là je me retrouve à 40 ans, chez mes parents, eux ils n'ont pas changé, ou ma représentation n'a pas changé, et je me retrouve à avoir de la rage contre mon père. Sauf que j'ai 40 ans, je suis en psychanalyse, je refoule pas. Donc je vais voir ma psy, et là je lui raconte. Ah, j'ai de la rage contre mon père. Et le fait de parler de cette rage fait que je peux rentrer à la maison avec une autre manière d'être, une autre manière de voir les choses. T'es allé à la mer? Et je suis allé à la mer, tous les jours. Est-ce que ta mère t'a dit quelque chose à propos de cette mer? C'est intéressant, ta question elle est intéressante parce que c'est là où il y a eu une grosse réparation, c'est que j'ai changé ma manière d'être grâce au fait de pouvoir exprimer et changer ma manière de dire. Donc j'ai commencé à changer ça. Donc exemple, je vais à la mer, je rentre de la mer et je m'attendais à ce qu'elle ait été inquiète, ma mère, tu vois. Et en fait, elle a joué peut-être un petit peu sur cette chose... ah bah tu nous as pas trop donné de nouvelles. Et moi je suis resté sur cette idée, bah j'ai pas à vous en donner en fait. Et ce qui est magique, et ta question j'y réponds, ce qui a été très beau, c'est que j'ai vu que ça les avait soulagés, que je prenne mon indépendance en fait, que je me sente pas responsable de leurs émotions à eux. Et ça a vraiment changé. Ils te l'ont dit? Non, je l'ai vu. Non, ils me l'ont pas dit, mais je l'ai vu, j'ai vu le visage de ma mère s'apaiser jour après jour, parce que je pouvais faire des choses sans leur justifier quoi que ce soit. Et ça les a rassurés,
Parce que eux, sans doute, ils devaient avoir une image de moi qui était fragile. Puisque j'étais sans cesse en train de les rassurer. C'est quelque chose... donc c'est étonnant de voir que voilà, les relations étaient presque faussées, simplement parce que moi, j'avais ce petit conditionnement que je m'étais mis en tête. Donc voilà, ce genre de conflit résolu, et qui se résout bien. 2 ans et demi de psychanalyse. Ouais. Tu racontes arriver à sortir de la censure en renaviguant, en réparant, je ne sais pas si tu seras heureux avec ces termes, ton lien, ton enfant intérieur, toujours si tu es content avec ces termes, en tout cas ton rapport avec tes parents et les histoires que tu te racontais, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est joué pendant cette analyse ? C'est déjà super, hein, je veux juste savoir, est-ce qu'on est en train de passer à côté ? Sinon, j'ai une question sur la censure. Non, on n'est pas en train de passer à côté. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Une fois que tu enlèves le couvercle de la censure, qu'est-ce que tu as découvert ? Et est-ce que la psychanalyse a continué à t'aider ? Elle t'a aidé à enlever le couvercle. Est-ce qu'elle t'a aidé à... Je sais pas où aller avec mon image, ma métaphore. À la suite, quoi. À du coup faire des choix, à du coup aller vers ton désir. Ouais. Mais c'est ça que je trouve a été extraordinaire. Comme je te disais, j'avais besoin de vider tout ce qui avait vidé, réparer. Je trouve que c'est un mot chouette. Réparer, refaire les choses, repenser les choses. Et ça a été la deuxième étape de la psychanalyse, mais plus avec la même psychanalyste. Donc j'ai dit au revoir à la première psychanalyste. Et avant, excuse-moi, je t'interromps parce que je viens d'entendre ce que tu dis, d'aller à la mer. Ouais. En fait, je l'avais pas entendu avant. Ouais. Et je sais que j'ai cru que tu l'avais entendu aussi. Non, je l'avais pas entendu. Enfin, si, une part de moi l'avait entendu puisque je t'ai posé une question qui impliquait que je l'avais entendu, mais en fait, mon cœur ne l'avait pas entendu. Ouais. Assez particulier ce que je viens de dire, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que d'aller à la mer, en fait, mais dans les pas deux. La même mer. Mais t'y allais, quoi. Dans les deux cas, en fait, aller loin d'elle, c'était aller à elle. Ouais. C'est trop joli. Vraiment de ça. Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous invite à découvrir mes autres podcasts sur l'intime dans le descriptif de cet épisode. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires ou l'envie de témoigner, mon email c'est guillaumefaidespodcasts@gmail.com. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.